Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va discuter de pas mal de choses. On va plutôt axer cette vidéo sur un petit peu comme hier de l'investissement, en tout cas plutôt une vision, voilà, on va dire vraiment périphérique, vraiment à large spectre du marché. Et on va également bien entendu donner des nouvelles sur cette histoire du Crédit Suisse. On est ici sur le Bitcoin face au dollar. Pour le coup on est en daily. Hier, on a déjà montré un petit peu toute la structure dans l'ensemble, toutes les possibilités. Ce qu'on peut dire ici à ce stade, c'est qu'on voit qu'effectivement, Bitcoin a été rejeté par les 25,2. Hein, ça, c'est juste une mèche de prise de liquidité juste au-dessus de la structure, en tout cas pour le moment. Plusieurs possibilités à ce stade. Imaginons qu'on soit ici dans une et qu'on soit en train de dessiner la 2. Donc là, vous avez peut-être un début de flat, si jamais il y a vraiment rejet dans la zone. À savoir qu'on peut faire une running, c'est-à-dire retracer, on va dire, quelque chose comme 0,50, 0,60 de ce mouvement, et ensuite repartir en haut. Ça, c'est le scénario bull, on va dire. Le plus bull, en tout cas. Ou alors, on peut très bien ici faire une très petite correction et repartir aussi. Mais personnellement, j'y crois quand même un petit peu moins, étant donné qu'on a quand même pas mal de liquidité en dessous. On peut faire une vraie flat, c'est-à-dire tout simplement ici avoir voilà quelque chose d'une régulière flat, tout comme on peut faire éventuellement une flat étendue, c'est-à-dire venir perdre en dessous. Donc oui, je vous ai pas donné énormément d'infos là, parce qu'effectivement on n'a pas encore les niveaux potentiellement de rebond là-dessus. Le fait que le prix là ici parte en haut, pour moi, ne pourrait tenir éventuellement que sur un FOMC, un meeting de la Fed, où du coup, on a la bonne surprise d'avoir éventuellement 0, et ça va se passer dans à peu près 7 jours désormais, mais un peu moins, 6 jours. Ensuite, sur le 4 heures, et là, on va faire plus simple, je vais vous allumer le Luxaigo Price Action Concept, qui en fait nous dit plus ou moins qu'on est sur du vert, et c'est normal sur toutes les structures, étant donné que on a eu cette grosse bougie là ici de plus d'une trentaine de pourcents sur une semaine, qui bien évidemment, et là il a du mal à charger, mais c'est pas grave, on va faire comme ça, qui bien évidemment a retourné à nouveau la structure dans l'autre sens, on va dire. Ici, du coup, qu'est-ce qu'on a eu? Vous le voyez sur la 4 heures, on a un changement de caractère, CHOH+. Et donc sur la 4 heures, effectivement, il nous dit, si jamais on arrive à faire, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, plutôt une running, c'est-à-dire quelque chose qui repart comme ceci, à ce moment-là, on aura le vrai break of structure de la 4 heures comme ceci. C'est un peu pareil pour la daily, et sur la 1 heure, pour le coup, on a eu tous nos break of structure qui se sont faits, à savoir que effectivement, on a eu un premier break of structure ici, on a eu le changement de caractère qui s'est fait là, et là désormais on a un deuxième break of structure, puisque il considère encore une fois que en fait on est peut-être dans quelque chose qui va nous donner ça. Donc à ce stade, la grande question bien évidemment, c'est est-ce qu'on arrive à redépasser ce niveau des 26 385 pour réaligner toutes les time frames avec un break of structure dans le bon sens, bien évidemment. Donc voilà pour moi l'action de prix, pas la peine nécessairement d'aller plus loin. Pour le moment, cette manière de corriger est entre guillemets plutôt bull, c'est-à-dire un canal descendant, donc ce qu'on pourrait éventuellement appeler un flag. On va voir ici comment ça se met en place éventuellement. Peut-être ici, regardez un petit peu les zones qui sont inférieures. Si on regarde vraiment la 15 minutes et si on zoome vraiment, qu'est-ce qui tient pour le moment? C'est tout simplement le creux qui est ici. Pour le moment, vous voyez qu'il a été attaqué ici une fois, 2 fois, 3 fois, et on a créé vraiment ici ce support parce que ce creux n'arrive pas à être attaqué. La grande question ici, c'est est-ce que ce creux va tenir, c'est-à-dire là nous donner tout simplement un mouvement impulsif qui arrive à casser ce dernier top. Ça c'est la première question, et là on parle de day trading, on ne parle pas d'investissement encore une fois. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas peut-être potentiellement besoin de revenir visiter plutôt celui-ci, à savoir en gros, pour moi, le niveau cohérent ici est autour des 22,5, entre quelque part, malheureusement, il est un petit peu large, puisqu'on parle de ce creux-là, quelque part entre les 22,5 et les 21,7. Un peu trop large pour nous donner un rayon d'action super pour intervenir avec un levier conséquent, mais vous avez ici les niveaux peut-être cohérents que moi, je m'attendrais potentiellement à revenir visiter. Si on vient pas les visiter, ça veut dire que celui-ci tient, donc celui des 23,756, j'avais donné hier les 23,900,
900. Vous voyez qu'on est venu visiter 917. J'ai pas pris ce trade malheureusement, mais ça aurait été un chouette trade à prendre puisque désormais on est à peu près un peu plus de 1000 $ au-dessus, je pense, presque 1000 $ au-dessus. Donc ça aurait pu être déjà à ce stade même un gain relativement bon, au sens où ce qu'on jouait là, c'était encore une fois la préservation de ce niveau pour continuer cette trend là, d'accord. Donc potentiellement ici il y aurait eu une prise de profit à faire à peu près au 24,6. Mais ce qui en levier peut donner des très bons résultats. Donc voilà, bravo à ceux qui ont pris ce trade là sur les 23,9. Et voilà, sur Ether, sincèrement, pas beaucoup de différence sur la structure ou les niveaux. Si ce n'est que la correction est peut-être un petit peu plus marquée, un petit peu plus puissante ici, un petit peu plus violente, et qu'on est en train de casser la trend de distribution qui est ici. Donc à minima, c'est pareil, sur Ethereum, on peut s'attendre soit à une continuation comme ceci de la structure, donc le trade, on va dire, logique de continuation de structure, c'est plus ou moins, je pense, ce niveau-là, 1698, et toujours pareil, le niveau qu'on tient, c'est tout simplement le creux qui est ici. Voilà, là, et là vous voyez que pareil, il y avait un joli trade à faire sur le maintien de ce creux qui est attaqué tout simplement frontside et pas backside. Vous voyez, backside on serait allé en bas, et là on attaque ce creux vraiment à son tout début. Pareil, un chouette trade à prendre, je pense, je l'ai pas pris non plus, mais en l'occurrence ici, tout simplement, celui qui fait du day trading, il va plutôt dire non, mais là, moi, je pense qu'on va continuer ça, c'est-à-dire que à ce stade, une partie des profits, en tout cas, devra être prise à peu près dans cette zone, pourquoi pas potentiellement même à la cassure de cette trend-là, c'est-à-dire sur les niveaux actuels, pour continuation baissière de cette petite structure, qui, encore une fois, là, est du 15 minutes, donc on parle ici, bien entendu, de day trading, voire quasiment, puisque en fait ce qu'on va prendre c'est cette toute petite structure là, on est sur de l'intraday, on n'est peut-être pas sur du scalping, mais c'est quasiment de l'intraday. Ensuite, stablecoin dominance qu'on regarde beaucoup en ce moment. Attention parce que c'est pareil, cette structure elle est ici plutôt acheteuse, enfin elle est plutôt haussière sur la stablecoin dominance. Vous voyez ici cette petite potentielle structure de retournement en épaule tête épaule. Pour moi, elle n'est pas très propre parce que cette épaule-là enfonce très peu, mais en tout cas, on a cette structure de retournement. On ne peut pas le dénier que on a ici quelque chose qui potentiellement nous donne un retracement haussier. Là où c'est pas trop mal, c'est qu'il y a eu rejet ici, sur les 12%. On veut que les 12% rejettent, en fait, ici, à ce stade. Si jamais on devait calculer la target de cette épaule-tête-épaule inversée, si c'en est une, moi je la trouve pas très jolie, mais bon, on peut quand même ici dire que c'est une structure de retournement. Et si jamais on devait repartir ici, ça voudrait dire à nouveau revenir potentiellement tester le sommet qui était là, à savoir les niveaux du 13 mars. Je pense qu'on était autour des 24 000 au 13 mars, c'est ça, ouais. 13 mars, 10h45, on va aller voir ça. À dominance égale, on va regarder la dominance d'ailleurs juste après. À dominance égale, on était à combien le 13 mars Voilà, on était à 11h, j'ai dit 11h et quelques. Globalement, on était plutôt dans la zone des 22. Donc ça irait plutôt dans le sens, si jamais on couple l'analyse de la stablecoin dominance à celle de que je vous ai montré tout à l'heure, ça peut-être irait plutôt dans le sens, en tout cas en termes chartistes, d'une revisite des 22,5, ce qui n'est bien sûr pas une certitude, mais une probabilité. En tout cas, le contexte est plutôt bon ici. Le contexte est plutôt bon, pourquoi ? On l'a expliqué, parce que crise financière aux États-Unis, crise financière en Europe, c'est ce qu'on va montrer également dans les news, c'est-à-dire, vous avez ici, hier, la banque centrale suisse qui a décidé de prêter 53 millions de francs suisses, donc à peu près 50 millions d'euros, à Crédit Suisse, donc du coup, on évite ici, pareil, les problèmes, etc. Effectivement, Elisabeth Borne avait dit, c'est un peu à la Suisse de gérer ce problème. Ce qui était tout à fait logique, puisque c'est leur monnaie, leur problème. S'il y avait eu une contagion, on aurait pu s'attendre éventuellement à une entrée en scène de la Banque Centrale Européenne. Je crois qu'il y a un meeting aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne, donc peut-être que, en tout cas, ça va parler de ça, bien évidemment. Il y aura probablement un communiqué qui va être fait également là-dessus. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que Crédit Suisse reprend une vingtaine de pourcents sur les 30 et quelques qu'ils ont perdus. Maintenant, comprenez bien que Crédit Suisse, ils ont perdu 90 ou 95% de leur
leur market cap. C'est pas nouveau. Voilà, si vous voulez, je vais essayer de vous trouver le ticker ici. Je mets en pause. Voilà, globalement, ce qu'on est en train de regarder ici, et quand on nous dit l'action a repris 20%, eh bien, tout simplement, on voit en tout cas que depuis 2007, la grande crise financière, Crédit Suisse a perdu 97% de sa valeur, si on regarde. Après, bon, si on regarde sur des thématiques un peu moins longues, on va dire, on va regarder à partir de novembre 2020, il y a eu beaucoup de scandales autour de Crédit Suisse sur la gestion, il y a eu beaucoup de changements de gérance, il y a eu des suspicions de blanchiment d'argent, de comptes un peu bizarres, voilà, il y a eu des tas de trucs qui ont fait que les investisseurs se sont désintéressés et les déposants sont partis de Crédit Suisse. Voilà, donc ce qu'on est en train de regarder là, et il faut bien le comprendre, par rapport à Crédit Suisse, c'est juste ce rebond de 20%, il est infime par rapport à tout ce qui a été perdu au niveau de cette banque. Crédit Suisse, il faut comprendre que c'est quand même un gestionnaire assez important. Je vais vous le montrer après derrière quand on va parler de Fidelity, puisqu'on a un petit sujet autour de Fidelity. Donc ça, il faut bien le comprendre. Bon, ici, entre guillemets, balle au camp, etc., balle au centre. On voit aussi, et ça c'est indéniable, par exemple sur des banques françaises type Société Générale, on voit que depuis 2008, beaucoup de banques européennes ne se sont pas remises de cette crise financière et que finalement on est un petit peu dans une sorte de descente aux enfers depuis ces niveaux-là. Là par exemple sur Société Générale, on peut imaginer ce biseau que là on va continuer la déchéance à peu près jusqu'aux 10$ et ensuite une fois qu'on cassera ce biseau à la hausse, on peut imaginer une nouvelle bulle peut-être sur les actions finances en Europe, mais vous voyez que globalement toutes les charts se ressemblent. Après ça veut pas dire que Crédit Suisse est bien entendu beaucoup plus dans les problèmes que Société Générale, mais vous voyez que toute proportion mise à part, Société Générale depuis la crise de 2008 a perdu 84% de sa valorisation. Donc, probablement ici, ce qu'on appelle un bargain, des niveaux vraiment intéressants, peut-être, pour investir sur, entre guillemets, la finance en Europe, puisque, vous le voyez, si on dessinait ici un premium, ici, on est sur le premium ici, l'équilibrium ici, et là, le gros discount, on pourrait même rapprocher, bien évidemment, les droites. Si je vous les donne ici, sur Société Générale, ça veut dire que, par exemple, tout ce qui est en dessous de ce niveau est plus ou moins un niveau de vente, et tout ce qui est en dessous de ce niveau-là, vous le voyez, on regarde ici plus ou moins un range, on va dire, enfin on regarde un biseau, mais pourquoi pas, tout ce qui est en dessous de ça est très bon à acheter, d'accord? Donc là, on va peut-être, si on continue ce biseau, rentrer dans une zone extrêmement intéressante, ou si vous achetez du Société Générale à 8,80$, vous aurez des bonnes chances de le revendre à 50$ plutôt rapidement et éventuellement d'aller toucher des targets autour des 143$ encore plus rapidement. Ce que nous dit ces biseaux, c'est qu'à un moment donné, on va continuer à dégonfler cette bulle et potentiellement en relancer une autre, excusez-moi. C'était pas vraiment le sujet de la vidéo, donc je suis en train de m'écarter un petit peu ici de l'histoire, mais vous comprenez, la finance européenne, plus ou moins, ne s'est jamais remise de 2007, on va dire. On va dire également que, et ça on en avait déjà parlé, mais en Europe, malheureusement, pas de politique commune, pas d'armée, pas de projet commun, et bah du coup, pas de monnaie. Donc du coup, ici, on l'a vu hier sur cette partie Crédit Suisse qui s'est mise en place. Et bien tout simplement, si je vous le retrouve, l'euro-dollar, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a ramené à la parité sur cette crise majeure, c'est-à-dire 1 euro égale 1 dollar. Et 1 euro égale 1 dollar, c'est tout à fait normal, étant donné que, on va dire que l'armée européenne est plus ou moins celle de l'OTAN. Aujourd'hui, mettre en réserve de valeur quelque chose en Europe correspond à le mettre aux États-Unis. 1 euro égale 1 dollar. Et on est plus ou moins également sur le 1 franc suisse égale 1 euro, quelque part. Donc finalement, quand vous regardez, le Dixie, vous regardez juste finalement, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez finalement des paires qui évoluent plus ou moins ensemble désormais, dorénavant, c'est-à-dire, parce que vous le savez, le Dixie c'est un panier de dollars, j'en ai parlé hier sur le Discord de cette histoire, c'est un panier de devises face au dollar, qui sont tout simplement l'euro, le yen, le pound, la couronne suédoise, le franc suisse et le dollar canadien. Donc en fait, vous regardez quelle est la place du dollar
on va dire dans l'Occident d'une manière générale. Voilà, il y aura des paires peut-être beaucoup plus intéressantes pour regarder vers le futur, à savoir le USD Yuan par exemple, ou le USD Rouble, qui effectivement peuvent nous donner des informations plus intéressantes sur, entre guillemets, la place du dollar dans l'économie mondiale, éventuellement la perte de vitesse du dollar dans l'économie mondiale, c'est-à-dire que là, quand on regarde USD contre Yuan, et ben en l'occurrence, on va se mettre ici plutôt en 3D pour avoir... Donc aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt une journée géopolitique et forex. On voit que, entre guillemets, le dollar est en perte de vitesse depuis 2004. Et on voit ici tous les paliers. On a un très très fort retour en 2022. Et puis en ce moment, effectivement, on va dire qu'on a un yuan qui essaye plutôt d'être compétitif avec des injections de liquidités du côté, bien évidemment, de la réouverture Covid plus politique accommodante en Chine. Donc c'est relativement, on va dire, normal qu'à partir de ce stade-là, le dollar se soit réapprécié. Donc voilà, est-ce qu'on est dans un retournement, c'est-à-dire que le dollar va reprendre de la force par rapport au yuan, ou alors est-ce qu'on va continuer cette tendance à la baisse, c'est-à-dire une perte de vitesse du dollar par rapport au yuan, le yuan comme une réserve de valeur étant quelque chose éventuellement d'intéressant. C'est à voir, pareil pour les Russes, on va dire que là on voit bien, Là, on voit bien, les derniers événements. Alors là, je pense qu'il y a un souci sur la chart. Pourquoi ? Ouais, en fait, en mars, ils ont arrêté de coter. Donc, c'est pour ça qu'on voit... Bon, en gros, il faut que je vous retrouve un autre ticker. Là, je ne l'ai pas regardé depuis un moment. Bougez pas. Voilà, donc USD rouge, je vous ai retrouvé quelque chose, on va dire, qui cote. Eh bien, là, on voit très bien pendant la guerre, etc. On ne peut plus accéder, donc du coup, le dollar s'apprécie énormément. Et puis ensuite, finalement, on a Poutine qui remonte énormément ses taux, beaucoup de capitaux, etc. internes aux Russes qui sont relativement intéressants finalement à avoir en rouble, puisque on était à 10% par an sur cette période-là. Les gens se reconvertissent en rouble. On voit que finalement l'économie russe n'est pas si entre guillemets en géopardie que ça, et que finalement le rouble se réapprécie. Un rouble extrêmement fort n'est pas forcément favorable à Poutine. Donc derrière on dessert les taux à nouveau de manière tout simplement à avoir quand même une monnaie compétitive. Poutine n'a pas nécessairement ici intérêt, encore une fois, à avoir un rouble extrêmement fort. Pour moi, la zone des 40, ça serait la zone un peu logique où le rouble devrait être, tout simplement parce que toutes les projections sur 5-10 ans ont été faites avec un pétrole à 40 dollars le baril, et ça correspond plus ou moins également à un taux de change à 40 roubles pour $1. Mais on voit que Poutine n'est pas en phase d'accepter ça, et ils ont tout de suite redesserré les taux ensuite de manière tout simplement à favoriser le crédit également dans le pays. Donc là, en l'occurrence, on est à 80. On va voir ce que ça dit. On va dire que pour l'instant, cette année, on était quand même sur plus ou moins ce range-là. Donc, en gros, on aura toujours, je pense, de la vol, et on aura également, vous le comprenez, ce sont des histoires désormais qui sont internes à la Russie, celle-ci. Ce n'est pas réellement possible d'acheter du rouble pour celui qui veut le faire, en tout cas dans des sommes conséquentes, ça n'est pas possible actuellement. Il y a eu, bien entendu, une fermeture de ce côté-là. Donc, du coup, malheureusement, ce gros arbitrage-là était plutôt interne à la Russie que était quelque chose qu'il était possible d'effectuer en Forex. Et comprenez bien que c'était un chouette arbitrage, au sens où, on va dire que si vous achetiez au-dessus des 100, donc dans toute cette zone-là, et que vous aviez revendu à peu près dans la zone des 60, vous auriez fait un très très beau trade sur rouble versus dollar. De quoi je voulais parler d'autre? Fidelity, oui, parce que en fait, donc en termes de news crypto, on a des choses, oui, effectivement, mais c'est pas non plus incroyable. Par contre, pour moi, la grosse news, et elle est importante ici, c'est qu'on avait Fidelity Crypto qui était en train de se lancer. Et en l'occurrence, Fidelity, c'est un énorme gestionnaire d'assets. Pour vous donner une idée un petit peu, vous avez ici la liste des plus gros asset managers dans le monde, et on voit que Fidelity arrive en 3e.
avec 4 trillions sous gestion, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce que a désormais BlackRock. Et vous voyez que ça date un petit peu, 31 mars 2022, c'est malheureusement des infos qui sont un peu vieilles, mais globalement on peut estimer qu'on est à peu près dans la même chose. Si on regarde par exemple où on est Crédit Suisse il y a un an, Crédit Suisse était à 22e, donc c'est pas rien, juste derrière Bank of America, etc. Vous comprenez qu'on parle ici bien évidemment de relativement grosses banques. Vous voyez qu'on voit JP Morgan ici, Goldman Sachs juste là, et Bank of New York Mellon, juste ici, et Morgan Stanley dans la zone qui est là. Donc Fidelity, c'est le 3e plus gros asset manager au monde, et ils sont très pro-crypto. Fidelity, on a eu vraiment, depuis un certain temps, une très forte entrée. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ouvert, plus ou moins, sur la possibilité de capitaliser pour votre retraite. Vous avez la possibilité sur Fidelity d'investir directement sur de la crypto. Donc l'idée ici, c'est plus ou moins sous forme d'une application. Quand vous gérez en fait finalement votre fonds de capitalisation, vous avez ici une possibilité de pouvoir rentrer. Et ça m'amène, et d'ailleurs il y avait auparavant une sorte de liste d'attente, et désormais ils ont ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que vraiment toutes les personnes qui ont leur retraite gérée par Fidelity peuvent accéder à de l'investissement crypto via ce biais-là. Donc excellente nouvelle que les listes d'attente aient été ouvertes et que tout ça finalement soit rentré, ils ont flairé le bon filon au moment où Silvergate et Signature sont un petit peu les deux bornes d'accès à la crypto qui sont en train de disparaître ou d'être mises à mal. Vous avez pas mal de banques ici et d'asset managers qui se placent tout simplement. Et ça m'amène à quoi ? Ça m'amène à éventuellement me dire, est-ce qu'on pourrait pas mesurer un petit peu l'engagement des institutionnels sur la crypto. Donc on va aller faire un tour du côté de Grayscale. Vous voyez que sur le Grayscale, on est sur un premium qui est passé à 40%. Donc oui, on remonte un petit peu. On était quasiment à 48%. Donc il y a effectivement un petit peu d'engagement du côté du GBTC. Également, on regarde ici le CME. Et pour moi, sur les dernières 24 heures, en tout cas, on n'a pas grand-chose en termes d'engagement de la part des institutionnels CME sur le BTC. Vous voyez que ça se fait plutôt sur les exchanges. Mais par contre, si on regarde ici, et là, je vous ai mis donc le CME, l'Open Interest sur le CME, depuis une période qui traîne jusqu'à 10 mars 2020. Eh bien, vous voyez ici l'engagement des institutionnels sur toute la période. Et on a eu un très fort engagement qui s'est fait à partir du 9 ou 10 janvier, vous le voyez ici, où le CME reprenait très fort, etc. Ensuite, on a eu un désengagement globalement assez fort également, enfin je trouve, sur les trois tops les uns après les autres qu'on a fait. Donc là on est plutôt sur un CME vendeur. Réengagement ici à ce stade, mais vous voyez que ça pourrait éventuellement repartir, et c'est ce qu'on voudrait, plus ou moins sous quelle forme. On va dire par exemple comme on avait eu ici, voilà, où ça suit pas mal le prix, mais hop, on repart dans l'engagement assez fortement. Et ce qu'on peut penser ici, c'est que pour le coup, la régulation importe et vous voyez que ici on est sur vraiment l'engagement par rapport à BTC, et on voit quand même un désengagement institutionnel plus qu'un engagement. On avait eu un engagement très fort à partir de janvier, on l'avait traité sur la chaîne, on avait montré que tous les jours on prenait 5% d'engagement de plus au niveau du Chicago Mercantile Exchange. Et là, actuellement, vous voyez qu'on est un petit peu sur la descente. Donc, attention à ça. Attention à bien veiller que l'argent des institutionnels rentre bien sur la crypto. Et ça, c'est extrêmement important. On pourrait regarder également l'engagement sur tout ce qui est ETF, etc., les ETF canadiens ou les ETF spot, etc. Ça serait peut-être un peu long. Peut-être je vais mettre en pause. Je vais juste regarder s'il y a vraiment un truc intéressant. Alors non, pas forcément. Par contre, depuis quelques jours, on voit un énorme engagement se faire du côté des options. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller analyser du coup qu'est-ce qui se passe du côté des options. Donc on va dire les futurs avec une date de péremption. En termes de news, pour moi, cette news est majeure parce que ça réouvre un petit peu une manne qui est la retraite par capitalisation aux États-Unis vers les cryptos. Et encore une fois, on parle ici d'un gros joueur. Ici, on le voit plutôt que de la news sur Crédit Suisse en termes de news, on va dire majeure. Et puis voilà.
prochainement, donc le mercredi 22, on aura le FOMC. Donc on passe désormais à la liquidité. J'oublie quelque chose que je voulais traiter aujourd'hui, mais c'est pas grave, si j'y repense, on le traitera demain. Ça m'apprendra à ne pas faire de post-it avec un plan, etc. et tout ce qu'il faut. Je vous envoie la page de pub et puis ensuite on va se faire toute la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation, ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation. Et dans le salon demande d'affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Alors, en ce qui concerne la liquidité, j'ai regardé d'ailleurs par rapport au tirage au sort, on est à 34 super affiliés. Il y a effectivement 40 affiliés, mais on a 6 personnes qui malheureusement n'ont pas déposé. Et pour le coup, le deal pour ce tirage au sort-là, c'est fait avec Bybit et BitGet. Donc, comment dire, ils me donnent une petite somme par personne qui dépose de l'argent. Moi, je rajoute la différence sur mes commissions d'affiliation et c'est ça qui permet de faire ce tirage au sort. Donc, bien évidemment, malheureusement, il nous manque 6 personnes encore. Donc, allez-y. N'hésitez pas pour le deuxième tirage au sort qui aura lieu incessamment sous peu, en tout cas je l'espère. Ensuite ici et également si vous êtes affilié sur la chaîne, n'hésitez pas à venir sur le Discord et juste poster votre, vous n'avez pas besoin d'être on va dire partie active sur le Discord, vous postez juste votre UUID parce que je pense qu'il y a plus de gens qui sont affiliés que de gens qui sont affiliés et qui se sont inscrits pour le tirage au sort sur le Discord, donc suivez bien ce que dit la page de pub et n'hésitez pas à le faire, ça me ferait extrêmement plaisir de faire ce tirage au sort rapidement, y compris pour ceux qui éventuellement attendent ça. On est sur 219 millions de liquidés hier, donc une journée plutôt fourchue, plutôt péchue, malgré finalement une action de prix qui n'a pas été extraordinaire. 73 millions sur BTC, 45 millions sur Ethereum, et on voit ici qu'on a liquidé principalement du long. Les altcoins qui liquident le plus sont Aptos, Filecoin, Coinflux, en gros, finalement, d'une certaine manière, un peu ceux dont on a l'habitude, Optimist, Matic aussi également. Voilà, vous voyez que c'est finalement un petit peu ces coins également qui ont un peu une consonance asiatique, qui sont extrêmement chargés en open interest. Le carnet d'ordre, ça commence à bouger, donc ça c'est pas mal. Hop. Ça commence à bouger au sens où on a une grosse main là qui potentiellement, parce qu'on voit que les ordres apparaissent en même temps, s'est mis à se dire bon là ça y est, je rentre fort. Vous le voyez ici, ça rame un petit peu, mais on voit que toutes ces barres correspondent à peu près à 100 bitcoins. Donc, soit c'est du spoofing, c'est-à-dire que ces ordres, au moment si le prix se retourne, ces ordres vont disparaître. C'est juste une manière de nous dire
place plutôt un long, mon coco, on n'ira pas en dessous de ces zones-là. Si tu regardes le carnet d'ordre, place plutôt un long, soit c'est quelqu'un qui a dit, bah, de toute façon, on n'ira pas en dessous des 24, et si on va en dessous des 24, moi j'achète comme un goré. Donc du coup, voilà. En termes d'ordre à la vente, on a des ordres qui s'étaient faxés ici et qui ont plutôt disparu à l'approche, c'est-à-dire que quand le prix s'en approche, vous voyez que ces ordres-là disparaissent, donc là une personne qui s'est ravisée ou du spoofing dans l'autre sens, et même chose à peu près par ici, on voit que quand la mèche ici arrive quasi au contact, même quasiment plutôt avant, on a ici des ordres, donc c'est peut-être ces ordres-là qui se sont décalés ici. Mais globalement, ça c'est important, sur Binance, on a des très gros ordres d'achat ici pour protéger finalement le creux dont je vous parlais, c'est-à-dire celui des 22,5. On va voir si c'est assez enfin c'est pas que c'est assez compliqué. Il faut analyser le carnet d'ordre, pour moi c'est très important, mais parfois il faut en comprendre aussi les nuances et les subtilités. Voilà, ça me paraît également vraiment important de comprendre que tout ça, ça peut être du gros mytho. On voit qu'ils sont apparus quand on a testé la zone ici. En fait, finalement, si remarquez, ils apparaissent sur la descente, hein, là. Donc on a peut-être quelqu'un qui dit à ce moment-là, bon ben allez, vas-y, envoie de l'ordre. C'est peut-être même la même personne qui a envoyé cet ordre-là, qui a été fil à 256 bitcoins. Envoie de l'ordre, et puis si on est fil et que ça va à 22, tant mieux, on sera dans le train. Donc ça en dit beaucoup sur le sentiment. Par contre, si c'est du spoofing, ça veut dire tout simplement que on va justement aller au 22,5. Donc il faut comprendre les nuances ici, et c'est jamais toujours, bien évidemment, tout ne se passe pas. Si on avait tous les indicateurs pour pouvoir nous dire exactement où on va, et que c'était ultra propre et qu'il n'y avait aucune manipulation, vous comprendrez bien que on serait tous extrêmement riche à ce stade, puisque ça serait vraiment ici relativement facile de voir où va le prix. La deuxième chose ici, et celle qu'on voit, c'est que sur les marchés en levier, un engagement, il est là, vous le voyez ici, hein, il y a un engagement qui se fait sur toute cette montée-là. Et il n'est pour moi ni short ni long. Donc pour le moment, sur la montée ici qu'on voit en 1 minute, c'est-à-dire le passage des 24 globalement aux 25, puisque là on est désormais à 25 à peu près en ce moment, eh bien, on a des gens qui sont positionnés dans les deux sens. On peut imaginer qu'ici, on a liquidé, on va dire que c'est à peu près ça, du long. On peut imaginer qu'il y a encore du long au-dessus. Donc pour moi, j'aurais tendance à dire ici que la bonne marche à suivre, entre guillemets, pour aller voir où on pourrait chercher des liquidations, bah, elle est plus ou moins malheureusement de marquer ici les deux bornes, vu que on a une montée du prix, montée de l'open interest, mais stabilisation ici du funding. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que, en théorie, on devrait clôturer du short, le funding devrait monter. On peut imaginer ici que ce niveau de short désormais est relativement intense et le passer en 2 pixels, puisque, comme je vous l'expliquais, le prix monte, mais le funding ne monte pas. On devrait clôturer du short, mais finalement, on en rajoute sur le gâteau, et vous voyez ici que pas de mouvement de funding significatif, donc on est potentiellement sur un mouvement qui est en train de s'auto-nourrir, et ça, c'est relativement intéressant à regarder, c'est-à-dire que les gens veulent shorter l'histoire, et du coup se font liquider en pensant que ça va baisser. Binance, oui, très bien, pourquoi pas. On va regarder Ethereum. Alors, Ether, on a plutôt nettoyé le gros point en 2 pixels qu'on avait mis en avant, qui est plutôt vers le bas. On avait terminé la vidéo ici. Je vois globalement à peu près la même chose. Ici, remarquez qu'on descend, donc c'est relativement normal. Le funding suit. Ici, j'ai un point où on est probablement relativement pas mal longué. En tout cas, on voit ici qu'il y a de l'ouverture de longue potentiellement qui se fait. Donc attention, on aura un niveau qui sera par ici à prendre sur Ethereum. On a des longueurs qui sont rentrées ici sur l'histoire. Et ici, j'ai plutôt une augmentation du prix. Enfin, on va dire que latéralisation, augmentation. Et également une diminution du funding. Donc on peut vraiment estimer également que le top a été shorté pour le coup. Enfin, le top, c'est la montée plutôt. Hein, parce que je m'exprime mal. Allez, les high blocks, donc du coup tout ce qui est, on va dire, poche de liquidité, où sont positionnés potentiellement les leviers, où est-ce que sont leurs points de liquidation. Eh bien, on a toujours sur Bitcoin plus de longueur que de shorter. Là où c'est intéressant, c'est que donc ici, on était plutôt dans les 28-30 milliards. On en a liquidé une bonne partie. Et là où c'est intéressant, là pour le coup, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que on a plutôt ici une diminution du prix. Théoriquement, on devrait, avoir également une diminution des longues. Mais par contre, vous voyez qu'on reste à peu près dans la même chose sur le delta cumulatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de short.
et ça veut dire plus de longues en même temps, donc finalement on rééquilibre un peu tout ça malgré la diminution du prix. Néanmoins, vous voyez que entre le moment où on était au plus bas ici, on était à peu près à 16 milliards et que là on est à peu près à 16 milliards aussi, on va dire que du coup ça veut dire que latéralisation, j'ai autant de shorts que de longues qui rentrent. C'est exactement ce que je vous montrais, ça va dans le sens plus ou moins de l'analyse que j'ai faite juste avant sur le funding et le fait que malgré une latéralisation, le funding ne plonge pas, enfin l'open interest est plutôt placé dans les deux sens, voilà, c'est ça que je veux dire. Ici, on est sur Bitcoin en levier x100. Je crois pas avoir fait le run, enfin l'actualisation. On est donc sur le levier x100. Qu'est-ce qu'il se passe? Même chose, hein, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur le x100. Ce qu'on va regarder, c'est vraiment pour les day traders, où est-ce qu'on en est là, proche du prix. Vous voyez que si jamais on pète en haut, c'est beaucoup plus haut que ça se passe, autour des 25,2. Si jamais on vient retracer en bas ce qui s'est fait sur cette petite montée-là, on a encore des petites positions éventuellement à venir chercher autour des 24,4. Ça, c'est pour la montée actuelle. Sur Ethereum, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Je pense qu'on est à peu près sur le même type de comportement. Ethereum 4,73. Non, on a quand même ici liquidé beaucoup de longues sur cette descente-là, la deuxième, je pense. Ethereum a une price action très légèrement différente, donc on a quand même liquidé beaucoup de longues. J'ai pas beaucoup de longues qui viennent se faxer ici sur la montée, j'ai plutôt, vous le voyez, du short qui était venu ici se mettre en place. Il a désormais été en partie liquidé, vous le voyez sur les grosses boules vertes ici. On va peut-être mettre que le x100 pour que ça soit un peu plus parlant. Donc du coup, vous le voyez ici, on a eu liquidation de ces grosses boules vertes, voilà, dans cette zone-là. Il reste encore de la grosse position au-dessus des 1007 et ce jusqu'à bien entendu 1782, à savoir le top local. J'ai pas grand monde ici, ou en tout cas on les a rapidement liquidés à chaque fois qu'ils se sont ouverts entre les deux. Donc si on tombe sur Ether, on tombera sous les 1006. En tout cas à ce stade, sauf à dire que désormais, ben voilà. Et vous voyez également, et c'est ça qui est intéressant, on a finalement nettoyé la zone des x100 sur les grosses positions dans les deux sens, et là proche du prix, j'ai pas grand chose. Donc on va, je pense, latéraliser jusqu'au moment où on aura une grosse position qui pousse le prix dans un sens ou dans l'autre, ou un narratif intéressant qui nous emmène à de l'achat au spot qui pousse le prix également dans un sens ou dans l'autre, vous l'aurez compris. Du coup, je pense qu'on va avoir à peu près les mêmes résultats quand on va regarder la liquidité dans les deux sens. On va probablement avoir ici autant de short que de longues qui s'ouvrent sur le mouvement sur les 12 dernières heures. Et vous voyez qu'on a très légèrement rebondi, un petit rebond d'à peu près $1000. Donc que, effectivement, ce sont plutôt les shorts latents qui ont été nettoyés à ce stade. Et ça, je vous ramène à l'analyse d'hier où on voyait qu'il y avait quand même peut-être plus de shorts que de longues. Donc finalement, on est allé plus ou moins dans le bon sens. Et je parle là de la petite time frame. Comprenez bien que sur 5 jours glissés, on a plus de longues que de shorts pour le coup. Et puis ici, on voit très bien sur le one week quelque chose au-dessus des 26,7. Ici, dans la zone des 25, potentiellement quelque chose au-dessus des 25,5, 25,2. Et puis en bas, si on descend, c'est passé sous les $20 000. La zone des 22,3, celle que je pensais qu'on pourrait peut-être attaquer, finalement, elle n'est pas tant fournie que ça en termes de 7 jours et de liquidité. Ce qu'on voit éventuellement sur la zone ici, c'est assez peu de liquidité en dessous des 23 100. Donc on va aller regarder si ça correspond ou pas après à un niveau cohérent sur la charte. Au niveau d'Ethereum, sur la 12 heures, je pense que c'est globalement assez similaire. Voilà, on avait hier plus de shorts et sur les 12 dernières heures, on est plutôt venu chercher les shorts. Si on va vraiment les chercher jusqu'en haut, ça nous donne 1007. Si à partir de là, on nettoie ce qui s'est fait en position récente, ça nous donne plutôt 1006, 1580, 1006. Et sur la 7 jours, on est en train de passer dans le jaune ici autour des 1830, 1845. Vous le voyez, ça a été le cas depuis le 14 mars. Donc ça fait 2 jours que cette zone est devenue jaune. Et par contre, sur Ether, c'est pour le coup 1260. On avait parlé également de quelque chose d'intéressant
intéressant à prendre à 1360 si jamais à ce stade le prix se retourne. Vous voyez que sur la One Week, sur la une semaine, on a extrêmement bien nettoyé toutes les positions shorteuses. On a commencé à le nettoyer de la position longue ici jusque là. Est-ce que le prix est tout simplement ici en train de se diriger? Là, il nous fait un faux retour en haut, en gros, mais est-ce qu'il n'est pas en train de se diriger plutôt vers la zone des 1005? C'est la bonne question à se poser, je pense, sur Ethereum. Donc vous l'aurez compris, long terme, pour moi, la zone est parfaite sur BTC, potentiellement une Fed qui va pivoter, potentiellement pas mal de choses intéressantes, énormément de FUD, énormément aussi de... on va se mettre sur cette charte là plutôt. Énormément de moments où on nous dit qu'en fait il faut surtout pas rentrer, il faut surtout pas être exposé aux stablecoins, il faut surtout pas être exposé aux exchanges, etc. Donc je commence à me poser moi les questions tout simplement de dire... Imaginons qu'on ait un signe noir, un Black Swan, et que tout ça finalement s'écroule et qu'on perde, par exemple, admettons, puisque moi j'ai payé tous les niveaux là ici, sur cette descente là, j'ai payé tous les niveaux que je voulais payer, donc je vais pas les repayer sur la montée, ça n'aurait pas de sens. Moi, si je repasse ici à l'achat, on sera plutôt sous les 15,4 et on sera plutôt, ça j'en ai parlé déjà hier aussi, mais autour des 600-800 $ sur Ethereum. Et finalement, est-ce que ça devrait pas être intéressant de s'exposer aux exchanges et aux stablecoins et d'aller mettre des ordres en dessous? Ça, c'est la première question. Deuxième question ici, la zone est vraiment parfaite, je pense. Donc, dans tous les cas, il est possible à ce stade, et je vais vous montrer une autre charte dans ce sens-là, il est possible qu'on reparte vers le haut, sans nécessairement, bien entendu, faire secouer le cocotier, on va dire, des retails, puisque peut-être qu'il est suffisamment secoué. Peut-être qu'à ce stade-là, on va dire que les holders hold à la mort, il ne reste que les mains fortes sur le marché ou ceux qui ont éventuellement acheté en dessous et qui ne comptent pas revendre, donc ceux qui ont effectivement fait justement ce type de DCA vers le bas et qui là de toute façon ça va encore plus bas, ils vont juste potentiellement uniquement racheter, donc pourquoi leur en donner l'opportunité? Voilà, c'est un petit peu la question que je me pose. Pour moi, ça peut être intéressant ici, étant donné que tout a l'air d'aller bien, de mettre des ordres plus bas, parce que quand tout va bien, eh ben, c'est là qu'il faut penser éventuellement à quel problème pourrait se passer, à savoir, encore une fois, un signe noir, pourquoi pas, événement type Covid. Donc, c'est peut-être pas bête ici de se dire, bon, allez, on va dire, je pense que si ça part maintenant, je suis suffisamment exposé en tout cas, mais pourquoi pas laisser un petit peu de cash en dessous sur les exchanges avec des ordres en dessous. Sur l'action à plus court terme, on va dire que j'ai parlé tout à l'heure des 23,2, c'est ça? 2300. À quoi ça correspond les 2300? On n'a rien en 4 heures, pas de creux notable. 23,500 ici. 23,500, voilà, peut-être quelque chose à 23,500. Pour moi, sinon, on a à chaque fois délivré très fort, vous le voyez ici dans la zone. Je vois pas pourquoi le prix, si le prix rebondit à 23 100, je vois pas de raison, entre guillemets, de le faire, si ce n'est, voilà, potentiellement ce support-là en jaune, là, que vous voyez ici. Mais pour moi, on a délivré tellement vite à chaque fois qu'on est descendu de cette zone et à chaque fois que ici on est monté, que oui, soit c'est un support vraiment, vraiment costaud, et on le voit ici, hein, il a quand même agi un petit peu par le passé, c'est pas énorme, mais là, voilà, on avait temporisé un peu ici dans la zone, etc. Mais pour moi, c'est un niveau, mais c'est pas un niveau énorme. Après, parfois, les niveaux qui sont pas énormes peuvent rebondir également. Ici, on a aussi cette trend que je serais étonné qu'on n'aille pas... Enfin, si on repartait maintenant sans la retest, je serais étonné. Vous le voyez également que pour le moment, si on regarde les trends, on garde l'agressivité de celle-ci, hein, plus ou moins. On garde l'agressivité de celle-ci, on ne veut pas la perdre en 4 heures. C'est-à-dire qu'au contact ici, cette trend-là, elle est pas... Pour moi, c'est une nouvelle trend. C'est-à-dire qu'elle se construit là, ici, sur l'instant. Hein. Vous voyez que si on s'était mis ici, cette trend-là, elle est perdue en 4 heures. D'ailleurs, ça a donné plus ou moins derrière une forme d'accélération. Donc, elle est vraiment juste en train de se construire ici. C'est-à-dire que sur cette bougie d'achat-là, 4 heures, et désormais, c'est la nouvelle trend. On pourrait même éventuellement aller la voir en 15. Et finalement dire, bon, à ce stade, le prix a rebondi dans un certain sens. Finalement, cette trend d'accumulation n'est qu'une trend de 15 minutes, comme ceci. Et là, en l'occurrence, on pourrait également dire, on a une trend qui devient un peu plus agressive. Donc pour ceux qui sont éventuellement dans ce trade-là,
Soit vous faites évoluer un stop le long de cette traîne-là, celle-ci, qu'on peut même potentiellement tirer jusque-là, puisque à aucun moment la 15 minutes ne perd celle-ci, et l'accélération de celle-ci peut pouvoir vous dire, bon, j'y crois pas trop, par exemple. Admettons que vous jouez, comme je l'expliquais tout à l'heure, plutôt une heure qui est descendante, et bien vous remontez votre stop le long, ici, de cette trend-là. Vous voyez qu'en l'occurrence, le prix démontre une certaine agressivité, donc du coup autant en profiter et se faire sortir dès que cette trend est perdue. Ça c'est pour ceux qui n'ont pas confiance dans leur trade. Bien évidemment que pour les autres on suivra plutôt la 15 minutes qui est là, et on suivra plutôt potentiellement encore une fois le fait que la nouvelle 4 heures qui est celle-ci reste dans sa tendance agressive. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu qu'on a fait le tour de quand même pas mal de choses. Donc Crédit Suisse, pour moi, on va dire que l'histoire est passée. On comprend ici potentiellement que la crise financière, et ça je vous l'ai montré, notamment je vous l'ai montré sur l'action Société Générale, n'est peut-être pas finie. C'est peut-être ici, je trouve aussi intéressant que finalement cette info-là, alors qu'on sait que ça fait 8 mois que Crédit Suisse est dans la merde, cette info-là autour de l'actionnaire principal qui ne va pas remettre au pot, elle sorte maintenant, alors que finalement... voilà, c'était quelque chose qui était plus ou moins déjà un petit peu connu. Ce qui est intéressant là, c'est tout simplement que effectivement la Banque centrale suisse a réagi. On va voir également, je pense qu'on le verra demain, qu'est-ce qu'il ressort de la réunion de la BCE d'aujourd'hui. En tout cas, on sera attentif à ça. D'habitude, je regarde pas nécessairement énormément ce que nous dit la BCE, mais là, en l'occurrence, on va regarder puisque on est sur un événement endogène à l'Europe qui pourrait avoir une forme de contagion. Aujourd'hui, c'était plutôt une journée, vous l'avez vu, Forex, on va dire, en tout cas, réflexion sur l'Europe contre le reste. Voilà, je pense qu'on va ici peut-être faire des rendez-vous un peu plus quotidiens sur des sujets un peu différents pour un peu plus s'éclater, au sens où, voilà, peut-être éventuellement faire, là aujourd'hui, jeudi, on a fait plutôt de la géopolitique, vous l'avez vu, on va dire que Forex, géopolitique, hier on a fait plutôt de l'investissement, il y aura toujours du day trading je pense, parce que moi c'est mon kiff, c'est ça que j'aime faire et c'est ça que j'aime analyser, mais dans les sujets je pense qu'on va essayer d'avoir des petits rendez-vous aussi également un petit peu tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, j'ai oublié de le dire, mais venez également éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Mettez un like parce que c'est important, c'est vraiment le truc qui prend 2 secondes. Autant je vous demande pas nécessairement de mettre un commentaire, etc. Autant mettre un like, franchement, ça prend vraiment 2 minutes et c'est le juste retour finalement des gens qui travaillent pour essayer de faire du bon contenu sur YouTube. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. Et en l'occurrence, la question à la con du jour sera est-ce que vous êtes un aficionado, si vous êtes bricoleur, du thermique ou alors de l'électrique? Par exemple, achat d'une tronçonneuse, achat d'une tondeuse, est-ce qu'on prend de l'électrique? Est-ce qu'on prend de l'électrique batterie ou est-ce qu'on prend du thermique? J'ai pas eu d'autre idée ici que cette question à la con là, donc peut-être que demain ce sera mieux. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. Portez-vous bien, à demain, ciao.